Le crépuscule occupe une place centrale dans Twilight Princess. Si cette phase est au premier abord mélancolique, à la suite de la disparition des derniers rayons de soleil, elle est également douce et apaisante, une dualité servant de fil conducteur à la majorité des jeux Zelda. La plupart des émotions qu'éprouvent les différents personnages sont directement liées au crépuscule, évoquant tristesse, regret, peur et sérénité à travers un élément. Leur solitude. La solitude est un thème qui imprègne plus ou moins tous les jeux Zelda. Il est toujours dépeint comme une profonde introspection ou, au contraire, comme une tristesse infinie. Et c'est à Link que revient le rôle d'apporter de l'espoir afin d'apaiser cette douleur qui contamine petit à petit le monde qui l'entoure. Par exemple, Breath of the Wild plonge Link dans un monde déjà dévasté et utilise la nature, les ruines et les souvenirs pour exprimer cette solitude. Là où Ocarina of Time l'exploite à travers le temps qui sépare Link de son enfance innocente. Mais ce qui est important est que Twilight Princess applique cette solitude grâce à la confrontation entre l'ombre et la lumière. Introduisant donc les bases du gameplay et du scénario, le crépuscule dévoile l'existence d'un monde parallèle attaché à l'ombre. Autrefois clé de la paix, puis instigateur du chaos, ce monde abrite l'un des plus sombres secrets d'Hyrule. Théorie d'individus bannis et vestiges d'un pouvoir redoutable, les récits du passé restent pour la plupart encore très incertains. Et c'est donc à partir de ces sombres légendes que nous éclaircirons l'histoire d'Hyrule, dissimulée sous l'ombre de ses habitants. Twilight Princess nous présente l'histoire de Link, un jeune fermier vivant dans un petit village reculé à proximité de la forêt. Il se verra chargé d'apporter un présent au château d'Hyrule. Mais, le jour de son départ, des monstres lancèrent un assaut et capturèrent les enfants du village. Déterminé à leur porter secours, il s'élança à leur poursuite. Cependant, celui-ci tombe face à un grand mur noir inquiétant. De l'autre côté se trouve une partie du royaume d'Hyrule envahie par le crépuscule. Embarqué de force derrière le portail, il se transformera en loup grâce à la Triforce du courage, avant d'être fait prisonnier dans les geôles du château. Il y fera la rencontre d'une créature des ombres appelée Midona, qui lui viendra en aide et le guidera vers la princesse Zelda. Cette dernière explique alors à Link comment Xanto, le roi des ombres, a pris le contrôle du royaume d'Hyrule. Dès lors, Link sera chargé de restituer la lumière en Hyrule, en parcourant les zones conquises sous sa forme bestiale. Une fois la région libérée, Midona dirigera ensuite Link en quête des cristaux d'ombre détenant la magie de ses ancêtres afin de vaincre Xanto. L'un se trouve dans une carcasse d'arbre géant, l'autre dans une mine volcanique, et le dernier dans un temple au fond du lac. Maintenant la lumière revenue et les 3 cristaux d'ombre en leur possession, nos héros se retrouveront confrontés au roi des ombres en personne. Les ayant pris par surprise, ce dernier récupéra les 3 fragments avant d'emprisonner Link sous sa forme bestiale et d'exposer Midona à la lumière. Grièvement blessé, Link la conduira en urgence auprès de la princesse Zelda qui se sacrifiera en lui offrant son énergie. Elle révélera également au héros l'existence de l'épée légendaire reposant au cœur de la forêt. Après être venu à bout des épreuves de la forêt et du sanctuaire, Link se tient face à l'épée légendaire et se révèle digne d'être son porteur. C'est à ce moment que commence la deuxième partie de l'aventure. Armé de l'épée purificatrice et de la faculté d'alterner entre ces deux formes, Link, accompagné de Midona, aura un nouvel objectif, utiliser le miroir des ombres situé dans le désert Gerudo afin de se rendre dans le royaume du crépuscule. Sur les lieux, les anciens sages révèlent que Xanto n'est que le pantin du roi des voleurs, Ganondorf, et que les morceaux constituant le miroir ont été éparpillés dans le royaume. L'un se trouve dans des montagnes enneigées, l'autre dans une forêt antique, et le dernier dans une cité céleste. Après avoir rassemblé tous les morceaux du miroir, les sages dévoilent la véritable identité de Midona.
Il s'agit de la princesse du crépuscule, maudite par Xanto. Maintenant que le miroir des ombres est à nouveau mis en place, nos héros pourront enfin se rendre dans le royaume du crépuscule. Une fois le roi usurpateur vaincu, Midona récupère tous les fragments du cristal d'ombre qui lui ont été dérobés afin de détruire la barrière qui condamnait l'accès au château. À présent, l'heure est venue d'affronter Ganondorf. Et Link, à l'aide de Midona et de Zelda, va parvenir à le vaincre une bonne fois pour toutes. Après la défaite du roi des voleurs, la malédiction pesant sur Midona est enfin levée. Elle retrouve sa véritable forme avant de repartir dans son monde en brisant le miroir derrière elle. Cette histoire est essentiellement le premier aperçu de Twilight Princess. Une aventure épique où nous sauvons le monde d'une grande menace, épée et bouclier en main au travers de joutes, missions de sauvetage, duels, exploration, escorte, etc. En somme, une nouvelle aventure héroïque du bien contre le mal. Cependant, Twilight Princess ne se résume pas aussi simplement. Une grande partie des éléments constituant le jeu sont en réalité enveloppés dans le concept du crépuscule. Un concept qui connecte et influence absolument toutes les parties du jeu en apportant un étrange sentiment de solitude. Twilight Princess est souvent considéré comme l'un des Zelda les plus sombres, et c'est sûrement parce que les développeurs du jeu ont su utiliser le crépuscule pour porter, tout au long de l'aventure, un profond sentiment de tristesse. Le monologue d'ouverture capture à lui seul la morosité du jeu, avec des phrases comme « se sentir mélancolique lorsque le crépuscule arrive »,« le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent »,« ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup »,« c'est de là que vient cette solitude » et « le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière ». Tout au long de la première partie du jeu, Hyrule perd sa lumière, et la pénombre du coucher du soleil nous est présentée comme mauvaise et envahissante, entraînant les regrets d'une princesse ayant perdu son royaume, l'enlèvement d'enfants innocents et le deuil d'un fils après la mort de sa mère. Mais à partir de la deuxième partie du périple de Link, nous découvrons un nouvel aspect du crépuscule. En réalité, l'ombre n'est pas le véritable antagoniste de l'histoire, contrairement à ce que nous laisse penser le début du jeu. L'atmosphère du crépuscule est étrangère pour le monde de la lumière, et ce qui est étranger est souvent perçu comme une menace. Après que Link ait dénoncé Ganondorf à la fin d'Ocarina of Time, celui-ci se fait exécuter quelques années plus tard. Cependant, il possédait la Triforce de la Force en sa possession, et les sages, pris de panique, prirent la décision de le bannir dans le monde du crépuscule, souillant ainsi un monde innocent. On retrouve notamment cet aspect positif à travers le monologue de Midona, qui traduit un sentiment apaisant et rassurant, avec des propos comme « Vivre paisiblement baigné dans ces douces lumières », « Certains pensent que c'est au-delà, mais ils se trompent », « Les habitants du crépuscule étaient bons et de cœur pur », et « Le monde des ombres ressemble à ce monde beau et paisible, mais baigné des lueurs chaudes du crépuscule. » Indirectement, ces deux discours entrent en parfaite opposition, l'un appuyant la tristesse et l'autre l'apaisement. Une confrontation qui est à l'origine de cette étrange solitude qui se diffuse dans le monde. Et c'est à partir des différents thèmes abordés dans le monologue d'ouverture que nous distinguerons toutes les facettes qui constituent le crépuscule dans Twilight Princess, puisque c'est de là que vient cette solitude. Sur les terres d'Hyrule, les légendes de la Triforce se transmettent de génération en génération. Elles relatent l'existence d'une relique si puissante qu'elle pourrait exaucer le souhait de celui qui parviendra à s'en emparer. Hélas, l'ébruitement de ces anciennes légendes a toujours été la source d'innombrables conflits. Après sa création, le monde connut une période paisible jusqu'à une propagation de rumeurs concernant le pouvoir d'or. Ainsi, une rivalité pour la terre sacrée s'ensuivit.
Au milieu du peuple, de puissants magiciens firent leur apparition et tentèrent de mettre la main sur la Triforce. Ces individus furent appelés les sombres intrus. Ils étaient de puissants sorciers maîtrisant la magie noire. Les trois déesses envoyèrent alors 3 esprits de lumière afin qu'ils scellent cette magie à l'incommensurable puissance. Ainsi, elle réside désormais dans le cristal d'ombre, que les esprits brisèrent en 4 parties. 3 d'entre eux étaient sous la surveillance respective des esprits Firon, Lanel et Ordine. Et le dernier fragment fut banni avec ces terribles magiciens dans un autre monde. Le monde du crépuscule. Constamment recouvert par d'épais nuages noirs légèrement percés par une faible lueur tamisée, ce monde baigne littéralement dans l'ombre. Les petits îlots éparpillés au loin poussent à une sensation d'isolement et confirment cette impression de solitude mise en place dès la scène d'ouverture. La lumière, orientée dans les tons chauds, reste plutôt apaisante, là où la particularité de l'environnement montre un côté plus triste et inquiétant. Le thème musical appuie cette dualité en provoquant une instabilité par sa dissonance et ses bruits de cloche. Les bâtiments et sculptures taillés dans une pierre sombre conservent également cette atmosphère singulière. L'assemblage des pierres constituant les murs est plus qu'intrigant. Adoptant diverses formes polygonales inhabituelles mais régulières, ces pierres sont sculptées dans des formes bien précises. Les poteries et autres éléments décoratifs renforcent encore plus cette direction architecturale si particulière. Un style artistique comportant beaucoup de similitudes avec l'art de la Chine antique et plus précisément de la dynastie Shang, s'étendant du XVIe siècle au XIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc l'époque Tang, c'est le départ de bronze archaïque chinois le plus extraordinaire qui existe. Alors c'est une période, pour moi, c'est une petite vieille époque par rapport à la longueur de temps de l'histoire de Chine. Donc cette période, pendant 400 ans, ils ont fait des pièces exceptionnelles et plusieurs formes différentes. Cette période religieuse, tout ça, mais c'était pratiquement l'empereur, le roi, qui utilisait ces pièces aussi. Donc c'était parfait pour le peuple pratiquement. Et c'était luxueux et c'était très cher à l'époque. Toujours orné de circuits énergétiques, de spirales, de serpents et autres gravures atypiques, ces éléments décoratifs confèrent au palais une grande ampleur. Notamment la salle du trône qui atteste d'un savoir-faire riche et unique, directement tiré des vases en bronze de la Chine antique. C'est l'influence justement Europe, et surtout Égypte et la Chine. L'époque Tang justement, avec plein de symboles, d'images et justement Tao Ti. Le masque Tao Ti, c'est vraiment la protection. C'est vraiment à tête d'animaux. Par exemple, il n'y a pas que de lion. Il peut y avoir dragon, il peut y avoir hibou. Donc c'est très varié. En fait, je n'ai pas tout cité encore, mais bon, enfin, la plupart, c'était comme ça. C'était des messagers entre la terre et la mort. Si l'on traduit littéralement le caractère chinois, Tao Ti signifie glouton. Dans la mythologie chinoise, il est la bête de la cupidité. Il incarne l'avidité du pouvoir. Un thème curieusement récurrent tout au long du jeu.
Le cristal d'ombre a été séparé de sorte à ce qu'il soit quasiment impossible de le rassembler. 3 morceaux sont sous la garde des esprits de la lumière et le dernier est envoyé avec les bannis. Il représentait donc symboliquement un avertissement contre la cupidité. Mais à la fin de l'aventure, le cristal, le symbole protecteur, est brisé. Les deux mondes n'ont plus besoin d'être protégés ni de l'un, ni de l'autre. Le seul moment où l'on ressent l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. Dans le domaine de la psychologie analytique, l'ombre est l'inverse de la personnalité d'un être humain. D'après Carl Gustav Jung, elle se caractérise comme la partie inférieure de l'être. Il la considère en quelque sorte comme l'âme animale. Si l'ombre représente l'opposé du moi, elle n'en est pas pour autant fondamentalement différente. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. D'une certaine manière, elle est ce que nous avons refoulé de notre inconscient, ce que nous cachons aux autres et à nous-mêmes. L'ombre de chaque individu aurait alors pris les commandes de son hôte, entraînant ainsi une nouvelle révolte pour le pouvoir d'or. Afin de régler cette situation désastreuse, les 3 déesses d'or, ou plutôt un souhait envers la Triforce, seraient intervenus en invoquant 4 esprits de lumière afin de sceller cette magie noire. Dans l'optique de réaliser le souhait qui lui était confié, l'ombre fut séparée de la lumière, ce qui mit fin au conflit. Étant donné qu'ils ne possèdent désormais plus d'ombre, les habitants du monde de la lumière apparaissent comme de simples âmes dans le crépuscule. Sans ombre, une forme n'est qu'un fantôme ou un mirage à 2 dimensions. Étant détachés de leur ombre, ces derniers ne peuvent pas prendre de forme physique dans le monde du crépuscule et apparaissent comme le simple esprit désincarné. Néanmoins, si Link y parvient en se transformant en loup, c'est parce qu'il détient le fragment de la Triforce du Courage à la suite des événements issus d'Ocarina of Time. Midona, quant à elle, ne possède pas de forme physique dans le monde de la lumière, mis à part après que Zelda lui ait transmis sa force. Il n'y a pas de lumière sans ombre, tel qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, 2 aspects totalement opposés et pourtant complémentaires. Ganondorf, ayant pour seul désir de gouverner le monde et de mettre la main sur un énorme pouvoir, nous est présenté comme une personne forte et ferme. Xanto, quant à lui, arborant ostensiblement un symbole similaire à celui des Gerudo, possède les mêmes objectifs. Il nous est cependant affiché avec une personnalité faible et instable. Pour ainsi dire, il serait l'ombre de Ganondorf. Par analogie, Midona est au départ manipulatrice et égocentrique, contrairement à la princesse Zelda, qui, elle, est dévouée au bien-être des 2 mondes. Il représente symboliquement 2 faces d'une même personne. Mais à vouloir nier sa partie obscure, on détruit toute forme de personnalité. Ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Mais en se penchant sur ces différents aspects, nous avons oublié l'essentiel. Le crépuscule représente la fin de la journée. Le moment où le soleil vient à se coucher, le moment où la lune vient à se lever.
Et à travers cette symbolique, les concepteurs du jeu ont introduit un autre aspect, celui du début et de la fin, le temps. Twilight Princess est aussi une histoire qui traite du passage de l'enfance à l'âge adulte, à la recherche d'identité entre deux mondes totalement différents. Néanmoins, dans le jeu, les développeurs ont fait de sorte à ce que cette transformation soit plutôt douce et confortable. Notamment par l'intermédiaire de Moy, l'épéiste de Toll, dépeint comme un personnage expérimenté et mature qui accompagne Link vers ses responsabilités en lui confiant une mission au début du jeu. Il entame symboliquement le début de son voyage. Une transition qui peut parfois être brutale et difficile, à l'instar d'Ocarina of Time. Dans Ocarina of Time, Link est un enfant innocent vivant dans la forêt Kokiri. Cette forêt est l'allégorie des forêts merveilleuses dans les contes de fées, avec des enfants qui ne grandissent pas, des fées, des couleurs vives et joyeuses, etc. C'est un jardin intemporel à l'abri du danger, et surtout du temps. Mais au moment où Link retire l'épée légendaire de son piédestal, il est endormi 7 ans avant de se réveiller dans le corps d'un adulte. Après avoir vaincu Issei Ganondorf, Zelda renvoie Link, le héros du temps, 7 ans en arrière, afin qu'il puisse vivre son enfance. Et à ce moment, Navi, la fée de Link, le dernier lien qu'il possède avec son enfance, s'en va. Il se retrouve seul dans un monde où tous ses actes de bravoure n'ont jamais été reconnus. Et dans un monde où il ne sera jamais plus possible pour lui de rétablir un lien avec son enfance. D'après les développeurs, il se trouve justement que l'épée squelettique qui nous transmet son savoir dans Twilight Princess, autrement appelé l'esprit du héros, est le héros du temps, le Link de Ocarina of Time. Regrettant qu'on ne se souvienne plus de lui, en plus de ne pas avoir pu léguer son savoir. Pour la première fois dans un jeu Zelda, nous ne voyons pas Link comme un jeune héros courageux, mais au contraire comme un fantôme triste et imposant. Le héros du temps a terminé son voyage, et il laisse sa place aux générations futures en partant pour l'au-delà. Et Link, héros du crépuscule, apaise les regrets de son prédécesseur. Accepter les réversibilités du temps et le caractère éphémère de l'homme qui, tôt ou tard, sera oublié un beau jour. Il s'agit symboliquement du seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Dans tous les Zelda, le passé est ancré dans l'aventure du héros. Link grandit au fur et à mesure de son aventure grâce à l'environnement qui l'entoure. Mais le passé est utilisé différemment dans Twilight Princess. Contrairement aux autres jeux, Link est déjà un adulte, et c'est lui qui fait grandir le monde autour de lui. À la fin du jeu, il est devenu un homme respecté, un héros légendaire, mais aussi un mentor suscitant l'admiration de son entourage.
Twilight Princess est donc finalement une histoire d'équilibre. Un équilibre entre la lumière et l'ombre, un équilibre entre la joie et la tristesse, et un équilibre entre le début et la fin. Et Link, le héros de cette histoire, porte la lourde responsabilité de maintenir l'équilibre dans ce monde, notamment en achevant l'épopée du héros du temps, apaisant ses regrets, restaurant la gloire d'antan du royaume et terrassant son plus grand ennemi à jamais. Le crépuscule incarne donc littéralement plusieurs facettes, partagées dans cette étrange solitude face à soi-même, au temps qui s'écoule et les changements qu'il entraîne. Au lieu de projeter nos ombres sur les autres, Twilight Princess nous amène à accepter nos différences pour trouver la vraie force et finalement grandir. Crépuscule de l'enfance vers l'aube de l'âge adulte. Et toutes ces histoires sont dissimulées sous l'ombre des habitants. Et vous sentez-vous mélancolique lorsque le crépuscule arrive ?